Mon mari est mort mardi. Il était encore là le matin, il a bu son café, il m'a souri, il m'a dit « Tu as mis du miel dans mon thé ?» Je lui ai dit non. On a ri. Il a refermé le journal, il s'est levé et il s'est effondré comme une feuille, comme un silence qui tombe. Je n'ai rien compris, je l'ai appelé « Marc, Marc !» Mais il ne répondait pas, ses yeux étaient ouverts, mais il ne me voyait plus. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai appelé les secours, ils sont venus, mais c'était trop tard. Mardi, 8h43, Marc Moreau, mon mari, mon amour, mon compagnon depuis 39 ans, était parti, comme ça, sans prévenir. Le monde est devenu sourd. Chaque son me faisait mal, les horloges continuaient, les oiseaux chantaient, mais plus rien n'avait de sens. Je suis restée là, assise, les mains vides, le regard figé. Une voisine est passée, elle m'a trouvée sur le sol, tremblante, elle m'a prise dans ses bras. Mais je ne sentais rien, plus rien. C'est étrange, la mort. On pense qu'elle fait du bruit, qu'elle hurle, qu'elle gronde. Mais non, la mort, c'est un murmure, un soupir coupé, un vide. Le soir, j'ai dormi dans notre lit, seule. Je posais la main sur sa moitié de matelas, froide, silencieuse. Le lendemain, j'ai commencé à disparaître, petit à petit, comme si mon corps s'effaçait, comme si ma voix devenait transparente. J'ai regardé nos photos. Je les ai prises une à une et je les ai rangées. Pas parce que je voulais oublier, mais parce que je ne pouvais plus supporter de me souvenir. Je ne parlais plus, je ne mangeais plus, je ne pensais plus, je respirais, par habitude. Mardi, le jour où le monde s'est arrêté. Et pourtant, je ne savais pas que, 2 jours plus tard, je reverrais la lumière. Je ne savais pas qu'un jeudi, je retrouverais mes couleurs. Je m'appelle Claire Moreau, j'ai 62 ans. Et jusqu'à mardi dernier, j'étais la femme de Marc Moreau depuis 39 ans. Je suis née à Lille, dans une petite maison à briques rouges. Mon père était postier, ma mère, couturière, une famille modeste, mais pleine d'histoires, de livres, de silences tendres. J'ai toujours eu une âme discrète. Je n'aimais pas les foules, je n'aimais pas le bruit. Je préférais observer, écouter, ressentir. À 20 ans, je suis devenue infirmière pédiatrique. J'aimais ce métier. Les enfants, leur fragilité, leur force, les pleurs, les rires, les premiers mots, les dernières chances. C'est à l'hôpital que j'ai rencontré Marc. Il n'était pas malade, il accompagnait sa sœur. Et moi, je sortais de garde. On s'est bousculé à la cafétéria, son café attachait ma blouse. Il m'a dit « Je suis désolée, mais au moins, ça vous donne une raison de sourire. » Et j'ai souri, vraiment, pour la première fois depuis des mois. On s'est revus, une fois, puis 2, puis tous les jours. Il avait ce regard franc, cette voix grave, un peu cassée, qui vous donne envie de lui répondre. Marc était professeur de lettres. Il citait Rilke pendant qu'il faisait cuire des pâtes. Il m'a appris à aimer la poésie. Et moi, je lui ai appris à écouter les silences. On s'est mariés un jour de mai, il pleuvait, mais il m'a dit « C'est la bénédiction des cieux ». Et c'est vrai, ce jour-là, j'ai senti que ma vie commençait vraiment. On a essayé d'avoir des enfants, longtemps, très longtemps. Mais la nature en a décidé autrement. J'ai fait 2 fausses couches, et puis, plus rien. Alors on a adopté. Paul est arrivé dans nos vies comme une éclaircie. Il avait 3 ans. Il ne parlait presque pas. Mais il avait ce regard, le même que Marc. On a déménagé à la campagne, une vieille maison avec un jardin, des rosiers que Marc entretenait comme des trésors, et une véranda où je lisais, les dimanches d'automne. La vie était douce, simple, rythmée par les petits gestes, les petits rituels. Mais la vie ne reste jamais figée. En 2004, Marc a eu un grave accident de voiture, une côte cassée, un poumon perforé, 3 mois d'hôpital. J'ai dormi sur un fauteuil pendant 87 nuits. Quand il est sorti, il n'était plus le même. Il parlait moins, il souriait moins, mais il m'aimait toujours. Et je l'aimais encore plus. On s'est reconstruit, pas comme avant, mais autrement, plus lentement, plus profondément. Avec le temps, Paul a grandi, il est parti à Paris, et nous, on est restés, Marc et moi, seuls, mais ensemble. Chaque matin, il me faisait du thé. Il disait « Un jour sans thé, c'est un jour sans toi ». C'était sa blague préférée. On faisait des mots croisés, on allait au marché,
On regardait les oiseaux. Rien de spectaculaire, mais tout était précieux. Je n'ai jamais eu besoin de plus. Et puis, mardi, tout s'est arrêté. Marc est parti. Et moi, je suis restée là, avec les souvenirs, avec les photos, avec le vide. Je ne sais pas si on guérit de ça, je ne crois pas, mais je sais qu'on peut survivre. Même quand tout semble fini. Parce que l'amour vrai, laisse des traces, des sillons, des échos. Et parfois, ces échos sont le seul fil qui nous retient à la vie. Je m'appelle Claire Moreau, et voici comment j'ai décidé de ne pas disparaître. Pas tout de suite. Pas encore. Jeudi matin, 2 jours après, le téléphone a sonné. Je n'avais pas envie de répondre, mais quelque chose m'a poussée à décrocher. C'était une voix, douce, vieillie, mais familière. Claire, c'est moi, Simone. Simone, une amie d'enfance. On ne s'était pas parlé depuis 10 ans, peut-être plus. Elle a dit, je suis désolée pour Marc. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Silence. Puis, elle a ajouté, presque à voix basse, tu dois faire quelque chose, tout de suite. Je n'ai pas compris, je n'avais pas la force de comprendre. Elle a insisté. Écoute-moi, si tu ne bouges pas maintenant, tu vas sombrer. Je lui ai répondu, sèchement, tu crois que je vais prendre un bain et que ça ira mieux? Elle a ri, un rire court, fatiguée. Puis elle a dit, il y a un atelier d'aquarelle cet après-midi, dans le vieux presbytère. À 15h, c'est gratuit. Le prof est spécial, il voit les gens, vraiment. J'ai cru qu'elle plaisantait, de la peinture. Moi à peine capable de tenir une cuillère sans trembler, je lui ai dit non, poliment, mais fermement. Elle a soufflé. Marc aurait voulu que tu respires encore, même sans lui. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le combiné toujours à l'oreille, une main sur la table, le cœur comme noué. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à me lever. Mais je suis sortie. L'air était lourd, le ciel gris, une bruine fine tombait sur les carreaux. En fermant la porte, j'ai entendu un son, clair, vibrant, presque irréel. Un rossignol, un oiseau, debout sur la rambarde du balcon, ses plumes brunes, ses yeux vifs. Il chantait, mais pas n'importe quoi. Il chantait la mélodie de notre mariage, le même air, exactement le même. Clair de lune, version piano, joué ce jour-là par la nièce de Marc. Mon cœur s'est serré, impossible, et pourtant, l'oiseau a chanté encore, une dernière note, puis il s'est envolé. Je suis restée figée, les larmes aux yeux, le souffle court. Était-ce un signe, un hasard, une hallucination? Je n'ai pas réfléchi, je suis rentrée, j'ai pris mon manteau, mes clés, et je suis allée vers le vieux presbytère, sans maquillage, sans but, sans espoir, mais avec quelque chose, peut-être une minuscule envie de ne pas mourir tout à fait ce jour-là. Le vieux presbytère sentait l'humidité, des pierres froides, des poutres en bois et une odeur étrange, mélange de peinture, de papier et de lavande séchée. J'ai poussé la porte, elle a grincé. Une dizaine de personnes étaient déjà là, assises, silencieuses, concentrées. Devant chacune d'elles, une feuille blanche, un pot d'eau, quelques pinceaux, des couleurs en godet. Au fond de la salle, un homme, debout. Il avait de longs cheveux noirs attachés, un pantalon de lin taché de bleu et un regard qui vous transperce. Pas un regard de pitié, pas de curiosité, non, un regard qui voit. Il n'a pas souri, il a simplement dit « Bienvenue, asseyez-vous où vous voulez ». Je me suis installée à une table vide. Les mains tremblaient, le cœur battait trop fort. Il a parlé d'une voix calme, lente, comme s'il lisait un poème. Aujourd'hui, vous ne peindrez pas ce que vous voyez, vous peindrez ce que vous sentez, même si c'est flou, même si c'est noir, même si c'est vide. J'ai regardé la feuille devant moi, elle me faisait peur, tellement blanche, tellement crue. Il a fait le tour de la salle. Il s'est arrêté près de moi. Il a dit doucement, fermez les yeux et laissez votre main faire le reste. J'ai fermé les yeux. Ma main a bougé. Une ligne, une courbe, un trait tremblant. Puis, j'ai plongé le pinceau dans une couleur sombre, un gris bleu, profonde, froide, comme le deuil. Je n'ai pas pensé, j'ai juste laissé couler. À la fin, j'ai ouvert les yeux. Il n'y avait rien de figuratif, rien de reconnaissable, mais quelque chose avait bougé. L'homme s'est penché sur ma feuille. Il a murmuré
Ce n'est pas une tache, c'est une faille, et c'est beau. Je n'ai pas compris, mais j'ai senti une brûlure monter dans ma gorge. Et soudain, mes yeux se sont remplis. Une larme, puis deux. Je pleurais en silence, devant des inconnus, devant moi-même. C'était la première fois que je sentais quelque chose depuis mardi. L'homme m'a tendu un mouchoir en papier. Il a chuchoté « Vous êtes encore là, c'est un début ». Je suis restée après le cours. Je n'ai parlé à personne. Mais je suis rentrée différente. Je ne savais pas expliquer, mais j'avais une chaleur infime dans le creux du ventre. Quelque chose comme une étincelle. J'y suis retournée. Le lendemain, puis le surlendemain, et encore après, chaque jour à 15 heures. J'étais là, même place, même carnet, même silence. Et chaque jour, j'allais un peu plus loin. Je n'apprenais pas à peindre, pas vraiment. Je n'apprenais pas la technique, les formes, les ombres. J'apprenais à ressentir, à traduire ce que je n'osais pas dire, ce que personne ne voulait entendre. Le professeur, l'homme aux yeux sombres, s'appelait Jules. Je l'avais entendu par une autre élève. Je ne lui parlais jamais, mais il m'observait. Toujours, je remplissais des pages, des formes abstraites, des vagues, des silences, des déchirures. Et dans tout ce chaos, quelque chose de vivant. C'était étrange. Chaque fois que je terminais une peinture, j'avais l'impression d'avoir parlé à Marc, pas avec des mots, mais avec la couleur. Et je me sentais moins seule, moins morte. Mais tout cela, je le faisais en secret. Je n'en avais parlé à personne. Jusqu'à ce dimanche, Paul est venu me voir, mon fils. Il est arrivé à l'improviste, il a frappé, je lui ai ouvert, il m'a prise dans ses bras. Il a dit « Tu me manques, maman ». Je l'ai serré, mais mon cœur battait vite. Trop vite. Il allait voir, il allait poser des questions. Et il l'a fait. Il est entré dans le salon, il a vu les feuilles, les pinceaux, les tableaux accrochés au mur. Il est resté silencieux, longtemps. Puis il a dit « Tu fais ça maintenant ». J'ai hoché la tête. Il a regardé les couleurs. Certaines étaient sombres, d'autres éclatantes. Il a murmuré « Papa n'est même pas encore enterré dans mon cœur. Et toi, tu peins des fleurs ». Cette phrase m'a transpercée. J'ai voulu me justifier, j'ai ouvert la bouche, mais rien ne sortait. Alors j'ai crié, d'un seul coup, trop fort, trop vite. C'est pas que je l'oublie, c'est que je veux vivre. Tu comprends ça? Je veux respirer encore, juste un peu. Paul m'a regardé, il a reculé, ses yeux étaient pleins de larmes. Il a dit, t'as changé, maman, je reconnais plus ton deuil. Et il est parti. Sans un mot de plus, sans se retourner. Je suis restée debout, seule, au milieu des tableaux. Et soudain, je les ai haïs. Tous, chaque trait, chaque goutte de couleur, chaque trace de lumière. J'ai pris un briquet et dans le jardin, j'ai tout brûlé. Un par un, chaque tableau, chaque morceau d'âme. Les flammes ont dansé et j'ai pleuré. Pas pour Marc, pas pour Paul. Pour moi, pour la femme que j'étais en train de devenir et que tout le monde rejetait. La pluie s'est mise à tomber, mais je n'ai pas bougé. Trempée, vide, coupable. J'ai cru que c'était la fin de cette renaissance, de cette fragile tentative de retour à la vie, mais le téléphone a sonné. C'était Jules. Sa voix, calme, sérieuse. Vous ne pouvez pas tuer ce qui vous sauve. Il a attendu, puis il a ajouté. Venez demain, même heure, même endroit, mais cette fois, peignez ce que vous avez détruit. Et il a raccroché. Je suis restée là, la pluie coulant sur mon visage, les cendres encore chaudes à mes pieds. Et j'ai compris. Ce n'était pas la fin. C'était un passage. Le lendemain, j'y suis retournée. Le vieux presbytère, toujours le même, mais cette fois, je suis entrée comme on entre dans une église, pleine de doutes, pleine de cendres. Jules m'attendait. Il ne m'a pas salué. Il m'a juste montré une table, vide, et une toile plus grande que d'habitude. C'est pour vous. Aujourd'hui, vous ne peignez pas ce que vous sentez. Vous peignez ce que vous cachez. Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur la table. Elles tremblaient, comme au premier jour. J'ai pris un pinceau. Je l'ai trempé dans l'eau, puis dans une encre d'un bleu presque noir. Et j'ai commencé. Les premiers traits étaient durs, anguleux, comme des cris. Puis sont venus des arcs, des sillons, des vagues. Et soudain, les couleurs sont apparues. Du rouge, du jaune, du blanc, des éclats,
des fractures, des souvenirs. J'ai revu Marc, son regard fatigué, sa main dans la mienne, ses derniers mots. Tu seras forte, je le sais. J'ai peint tout cela, sans filtre, sans contrôle. Des heures sont passées. Les autres élèves y étaient repartis. La salle était vide, sauf Jules, silencieux, assis dans un coin. Quand j'ai posé le pinceau, je me suis effondrée, littéralement, à genoux, le front contre la toile. Je ne pleurais plus, je ne parlais pas. Je respirais, enfin. Jules s'est approché, il a regardé le tableau. Il a dit, très doucement, vous venez de peindre votre deuil, et aussi votre naissance. Je l'ai regardé, mes yeux brûlaient, mais j'ai souri. Pas un grand sourire, juste un petit éclair, fragile, vrai. Je suis rentrée chez moi avec la toile. Je l'ai posée dans la véranda, là où Marc lisait autrefois, et je l'ai regardée pendant des heures. Paul est revenu. Quelques jours plus tard, il est entré, il a vu la toile. Il s'est figé, longtemps, puis il s'est assis, en silence. Je n'ai rien dit. Au bout d'un moment, il a soufflé. C'est lui, mais c'est aussi toi, et moi, et nous. Je n'ai pas pu répondre. Il s'est levé, et il m'a prise dans ses bras. Pour la première fois depuis l'enterrement, nous avons pleuré, ensemble, sans honte, sans colère. Je n'étais plus seule, et lui non plus. Nous ne savions pas ce que demain serait. Mais ce jour-là, nous avons recommencé à vivre. La semaine suivante, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux. L'air était encore frais, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti cette boule au ventre, ce poids noir sur ma poitrine. Il restait là, quelque part, mais plus aussi lourd, moins étouffant. J'ai préparé du thé, j'ai mis 2 tasses sur la table, comme avant, par réflexe. Puis j'ai ri, doucement, amèrement, mais j'ai ri. Ce matin-là, j'ai pris la grande toile, celle que j'avais peinte après avoir tout brûlé, et je l'ai accrochée au mur du salon. Pas pour la montrer, pas pour me vanter, mais pour me rappeler. Ce tableau, c'était Marc, c'était moi. C'était le feu, la pluie, la perte et la lumière revenue. Quelques jours plus tard, Jules m'a appelé. Il y aura une exposition. Tu veux en faire partie? Je n'ai pas hésité. J'ai dit oui. On l'a appelée les couleurs du silence. Une salle modeste, une vingtaine de toiles, certaines sombres, d'autres chaotiques, mais toutes vraies. Le soir du vernissage, je suis restée près de la porte. J'observais les gens. Des inconnus s'arrêtaient devant mes œuvres. Ils restaient figés. Certains pleuraient, d'autres fermaient les yeux. Une femme s'est approchée. Elle m'a demandé « C'est vous, Claire Moreau ?» J'ai dit oui. Elle a posé sa main sur mon bras. Elle a chuchoté « Merci. Vous avez mis des couleurs sur ma douleur. » Je n'ai pas su quoi répondre, mais j'ai compris. Ce que j'avais exprimé pouvait toucher, réconforter, faire écho. Paul est arrivé plus tard dans la soirée. Il est entré. Ses yeux ont parcouru la salle. Puis il est venu vers moi. « Maman, tu as transformé l'absence en présence. » Il m'a prise dans ses bras, longtemps, et j'ai su, ce soir-là, que je n'avais pas simplement survécu. J'avais reconstruit sur des ruines, avec mes mains, avec mes larmes, avec mes couleurs. Aujourd'hui, je continue à peindre, mais je ne le fais plus seulement pour moi. Je le fais pour celles et ceux qui ont perdu un père, une sœur, un enfant, un amour. Je donne des ateliers, petits, intimes, dans la véranda de ma maison. Des gens viennent, certains ne disent non pas un mot. Ils s'assoient, ils tremblent, et puis ils plongent le pinceau. Je leur dis, peignez votre silence, peignez votre vide, peignez même si c'est moche, même si ça vous fait mal, parce que ce qui sort ne vous ronge plus. Ils me regardent, incrédules. Et puis, ils essaient. Certains éclatent en sanglots, d'autres restent raides. Mais, à la fin, il y a toujours quelque chose, un souffle, un frisson, un début de lumière. Je leur raconte mon histoire. Pas toujours dans les détails, mais je dis cette phrase, toujours. Mon mari est mort un mardi, et le jeudi, j'ai retrouvé mes couleurs. On me regarde avec des yeux ronds, des sourcils froncés, et je comprends. On pense que c'est trop court, trop rapide, trop facile. Mais ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est jamais un miracle. C'est un chemin, glissant, brisé, mais possible. Je ne dis pas que la douleur disparaît, jamais. Elle reste, elle vit avec moi. Mais aujourd'hui, elle ne gouverne plus.
Elle ne décide plus pour moi. Je lui ai construit une place et je lui ai appris à danser. Si vous m'écoutez et que vous portez un vide, un chagrin, un silence que personne n'entend, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et si vous ne pouvez pas parler, alors peignez, ou chantez, ou marchez, ou écrivez. Mais sortez-le, ne le gardez pas, ne l'enterrez pas. Parce que la lumière peut revenir, même dans les coins les plus sombres. Et parfois, elle revient en bleu, en rouge, en vert d'eau. Et un jour, vous regardez une toile et vous dites « C'est moi, je suis encore là, je suis debout ». Alors, si mon histoire vous a touché, laissez un cœur, partagez-la. Et surtout, continuez. Continuez à peindre, continuez à aimer, continuez à vivre. Même le jeudi, surtout le jeudi.